Je m'appelle Nathalie Meunier, j'ai 37 ans et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais vivre dans un mariage solide et mature, le genre d'union que l'entourage finit par ne plus questionner avec le temps car elle semble inébranlable, le genre de couple qui ne fait pas de bruit, qui existe tout simplement, jusqu'au jour où tout a basculé. Je suis rentré chez moi un mercredi soir à 18h30, comme d'habitude, mais la maison était plongée dans le noir, aucune lumière n'était allumée et la petite enceinte de la cuisine ne diffusait pas de musique comme c'était le cas chaque fois que Damien rentrait avant moi. Sa voiture n'était pas devant le garage, ce qui n'avait rien d'exceptionnel puisqu'il prétendait travailler tard ces derniers temps. J'ai fait réchauffer des restes, répondu à quelques mails et plié le linge devant la télé sans vraiment regarder le programme, effectuant ces gestes automatiques que l'on fait quand la vie semble assez prévisible pour fonctionner sur la mémoire musculaire. À 21h, je lui ai envoyé un message pour lui demander à quelle heure il comptait rentrer, mais je n'ai reçu aucune réponse. À 23h, j'ai commencé à m'agacer, et à minuit, l'inquiétude a pris le dessus alors je l'ai appelé 4 fois, tombant systématiquement sur sa messagerie. C'est à 1h47 du matin que mon téléphone a vibré pour un message texte, « Tu n'entendras plus parler que de mon avocat, considère que c'est fini entre nous. » Je suis resté pétrifié devant l'écran pendant 5 bonnes minutes, relisant ces mots encore et encore, attendant que mon cerveau les réorganise en quelque chose de logique. Aucune explication, aucun avertissement, aucune discussion, juste une fin brutale. Je l'ai rappelé immédiatement, mais je suis tombé sur son répondeur, alors j'ai répondu par message en demandant ce que cela signifiait et ce qui se passait. 3 petits points de suspension sont apparus, ont disparu, puis sont revenus avant que la réponse ne tombe, « Je suis malheureux depuis longtemps, je ne peux plus continuer, mon avocat te contactera pour le partage des biens. » C'était tout, 6 ans de mariage balayés par 2 messages juste avant 2h du matin. Je n'ai pas dormi, je suis resté assis sur ce canapé que nous avions choisi ensemble 3 ans plus tôt dans ce salon que nous avions peint nous-mêmes, essayant de comprendre à quel moment j'avais raté le signal où ma vie s'était discrètement brisée en deux. Y avait-il eu des signes? Il était distant ces derniers temps, irritable, et très protecteur avec son téléphone dont il avait changé le code 3 semaines auparavant sans m'en parler, prétendant que je me faisais des idées quand je l'avais interrogé. Au petit matin, le choc s'était évaporé pour laisser place à quelque chose de plus froid et de plus lucide, s'il voulait que ce soit fini, ce serait fini, mais pas seulement selon ses conditions. À 8h01, dès l'ouverture de ma banque, j'ai appelé pour geler notre compte joint et nos livrets d'épargne commun, et je l'ai supprimé de mes cartes de crédit dont il était utilisateur autorisé. J'avais été la principale source de revenus durant tout notre mariage grâce à mon poste de directrice financière où je gagnais presque le triple de son salaire, et la plupart des comptes étaient à mon nom. La conseillère a hésité en demandant s'il y avait une urgence, ce à quoi j'ai répondu froidement que mon mariage venait de prendre fin et que je devais protéger mes actifs. Elle a tout traité sans poser d'autres questions. J'ai ensuite appelé le service des ressources humaines de mon entreprise pour demander que mon mari soit retiré de ma mutuelle, de mon assurance vie et de toutes les désignations de bénéficiaires avec effet immédiat. La femme au bout du fil a été efficace et m'a demandé si j'avais besoin d'aide psychologique, mais j'ai refusé. J'ai pris ma journée et j'ai contacté la meilleure avocate spécialisée en divorce de la région dont la réputation n'était plus à faire. Ses honoraires étaient exorbitants, mais j'ai payé la provision sans hésiter. À 14h, j'étais assise face à elle dans son bureau avec vue sur les toits de la ville et je lui ai tout raconté. Elle a examiné les messages en haussant un sourcil, surprise par l'absence totale de préavis, puis elle a esquissé un léger sourire quand je lui ai dit que j'avais déjà bloqué les comptes, me confirmant que c'était une décision très intelligente. En quittant son cabinet, je ne me sentais pas mieux, mais je me sentais prête. Le soir même, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai décroché et j'ai entendu la voix tremblante et furieuse de Damien me demandant ce que j'avais fabriqué. Je lui ai répondu calmement que j'avais sécurisé nos actifs en attendant la procédure judiciaire qu'il avait lui-même annoncée. Il a hurlé que je l'avais coupé de tout et que sa carte avait été refusée au supermarché, ce que j'ai confirmé sans émotion. Quand il a ajouté qu'il devait payer son loyer, j'ai marqué une pause et j'ai demandé doucement s'il avait déjà un appartement. Il y a eu un long silence pesant avant qu'il ne bafouille que ce n'était pas ce que je croyais, mais j'ai rétorqué que cela ressemblait exactement à ce que mon avocate m'avait prédit. Il s'est mis à hurler au sujet de l'humiliation, de l'assurance et de ma cruauté, et j'ai écouté jusqu'à ce qu'il soit essoufflé pour lui dire simplement que c'était lui qui avait mis fin au mariage et que je ne faisais que réagir. Il m'a raccroché au nez. J'ai préparé mon dîner, mangé seul, fait la vaisselle et, pour la première fois depuis 1h47 du matin, j'ai dormi, non pas paisiblement, mais de manière décidée. Les jours suivants se sont déroulés dans une étrange imitation d'une vie normale, je suis allé travailler,
J'ai répondu à mes mails et j'ai assisté à des réunions où l'on parlait de prévisions trimestrielles comme si mon monde ne s'était pas effondré. Le soir, je rentrais dans une maison qui sentait encore son parfum, ses chaussures étaient près de la porte, sa veste pendait encore au porte-manteau et sa tasse ébréchée traînait dans l'évier comme s'il allait revenir, mais je n'ai touché à rien et j'ai dormi dans la chambre d'amis car je ne pouvais pas encore retourner dans notre lit. Le vendredi matin, j'ai remarqué de petites absences, son ordinateur portable avait disparu du bureau, ainsi que la montre que son père lui avait offerte et un sac de voyage que je ne lui connaissais pas. Il était revenu pendant mon absence. Nous avions installé des caméras de surveillance l'année précédente après un cambriolage dans le quartier, et je n'y avais même pas pensé jusqu'à ce moment-là. J'ai visionné les enregistrements du jeudi à 14h14 et j'ai vu Damien entrer avec ses clés, se déplaçant prudemment comme quelqu'un qui ne veut pas être surpris, non pas par moi, mais par sa propre culpabilité. Il a fouillé les tiroirs, pris ce qu'il voulait et il est resté 30 secondes debout au milieu du salon à regarder autour de lui avant de partir. J'ai fermé l'application et je suis resté assise les mains jointes, luttant contre la pression derrière mes yeux. Ce soir-là, un autre numéro inconnu a appelé. Une voix de femme, plus jeune que moi, la trentaine débutante, nerveuse et à bout de nerfs, s'est présentée sous le nom de Léa et a dit qu'elle devait me parler de mon mari. J'ai senti l'air quitter mes poumons et je me suis assise à la table de la cuisine sans même m'en rendre compte. Elle a expliqué qu'elle ne savait pas qu'il était marié au début, car il lui avait montré de faux papiers de divorce en prétendant que nous n'étions plus que des colocataires terminant la vente de la maison. Alors que nous dormions encore dans le même lit jusqu'à mercredi soir, il s'était installé chez elle à minuit avec ses valises en disant que tout était enfin fini entre nous. Je n'ai pas ressenti de tristesse, mais une sorte de reconnaissance froide des faits. J'ai demandé pourquoi elle m'appelait et elle m'a confié qu'il avait pété les plombs la veille, hurlant à cause des comptes bloqués et essayant d'utiliser sa propre carte de crédit à elle pour payer des factures. Quand elle a refusé, il a jeté son ordinateur à travers la pièce et a cassé des objets en hurlant qu'elle devait maintenant s'occuper de lui puisqu'elle lui avait promis une vie meilleure que la mienne. Ma mâchoire s'est crispée. Elle a ajouté qu'elle avait trouvé des relevés bancaires prouvant qu'il avait transféré des milliers d'euros de nos comptes joints vers un compte caché à son seul nom depuis des mois. Je lui ai demandé de m'envoyer les photos immédiatement. Elle a aussi précisé qu'elle l'avait entendu au téléphone avec un ami projeté de me faire passer pour une femme instable et contrôlante afin de récupérer la maison. J'ai eu un rire nerveux et sans joie, car je lui avais laissé une liberté totale sans jamais le questionner, ce qui était clairement mon erreur. Léa m'a assuré qu'elle en avait fini avec lui et qu'elle était prête à témoigner si mon avocate le demandait. Les photos sont arrivées quelques secondes plus tard, montrant près de 40 000 euros détournés en 5 mois. J'ai tout transféré à mon avocate avec une note mentionnant la faute financière et le témoin prêt à parler. Elle m'a rappelé 10 minutes plus tard pour me dire que c'était excellent pour notre dossier. J'ai compris alors que Damien n'avait pas paniqué, il avait tout planifié. Mon avocate a agi plus vite que prévu en déposant une requête d'urgence pour l'empêcher d'accéder aux moindres centimes restants et exiger la divulgation de tous ses comptes. Ce n'était plus seulement de l'infidélité, c'était un abus de confiance prémédité. À 15h17, Damien m'a envoyé un message disant que nous devions parler en personne, puis un autre 10 minutes plus tard disant que la situation devenait hors de contrôle, ce qui m'a fait rire. À 16h02, la porte d'entrée s'est ouverte, j'étais assise au salon, mon téléphone à la main et mon avocate en attente. Damien s'est arrêté net en me voyant, il avait l'air dévasté, les cheveux sales et des cernes profonds, toute son assurance s'était envolée. Il a tenté de dire qu'il avait fait une erreur, mais j'ai rétorqué qu'il en avait fait des dizaines pendant des mois. Quand j'ai mentionné l'appel de Léa, il a blêmi. Il s'est effondré sur le canapé en disant que c'était un gâchis et qu'il se sentait invisible à cause de mon travail, essayant de rejeter la faute sur ma carrière. Je me suis levé et je lui ai interdit de faire porter le chapeau à mon travail alors qu'il avait volé 40 000 euros et menti à tout le monde. Il a balbutié qu'il comptait rendre l'argent, mais j'ai rétorqué qu'il l'avait caché pour s'assurer un matelas de sécurité en partant. Il est resté sans voix quand j'ai ajouté que je savais aussi pour son projet de me faire passer pour folle afin de prendre la maison. Il a fini par avouer que Léa l'avait mis dehors et qu'il n'avait nulle part où aller. Je n'ai ressenti ni satisfaction ni pitié, juste une immense distance. Quand il a suggéré une thérapie de couple avec un espoir frénétique, j'ai refusé net. Il a alors eu un éclair de colère en prétendant que je prenais du plaisir à le voir s'effondrer, mais je lui ai répondu que je ne faisais que survivre à ce qu'il m'avait infligé. Quand il a menacé de raconter partout que j'étais tyrannique, j'ai souri en lui rappelant que j'avais 6 ans de messages, les relevés bancaires, le témoignage de Léa et le bail de son appartement secret. La peur a enfin traversé ses yeux.
Il a demandé à prendre ses affaires et je lui ai accordé 1 heure avant de lui demander de laisser ses clés sur le comptoir. J'ai écouté les bruits de sa vie qu'il déballait à l'étage et 40 minutes plus tard, il est descendu avec 2 valises, balbutiant un dernier, « Je t'ai vraiment aimé », auquel j'ai répondu qu'il avait fait des choix et qu'il devait maintenant les assumer. J'ai verrouillé la porte derrière lui et pour la première fois, la maison était vraiment à moi. La procédure judiciaire n'a pas été une explosion comme au cinéma, mais une suite méthodique de paperasse transformant les émotions en preuves. Mon avocate a démantelé ses arguments de délaissement affectif en montrant nos messages affectueux et nos projets de vacances récents. Le tribunal a rapidement compris que les transferts d'argent étaient systématiques et intentionnels. Léa a fourni une déposition honnête qui a scellé son sort. Lors de la médiation obligatoire après 3 mois, j'ai revu un Damien amaigri et vieilli, sans son alliance, qui n'osait plus ouvrir la bouche. 4 mois après le message de rupture, le divorce a été prononcé et il n'a reçu que 15% des actifs communs, ce qui couvrait à peine ce qu'il avait déjà détourné. J'ai gardé la maison, mes comptes de retraite et ma voiture. La loi ne l'a pas puni, elle a simplement rétabli l'équilibre. Je suis resté dans la maison 1 an, le temps de comprendre que guérir ne signifie pas effacer les souvenirs mais se réapproprier l'espace. Finalement, les souvenirs ont cessé de faire mal et j'ai vendu la maison pour acheter un appartement moderne en centre-ville, un endroit qui n'appartenait qu'à moi, décoré sans aucun compromis. J'ai recommencé à sortir, j'ai rencontré un homme honnête avec qui je suis resté 6 mois avant que nous ne nous séparions en bons amis, et pour la première fois, je n'ai pas perçu cette rupture comme un échec. J'ai voyagé, repris contact avec de vieux amis, appris la cuisine et je me suis mis à la course à pied jusqu'à terminer un semi-marathon. J'ai appris que les gens révèlent leur vraie nature quand leur confort est menacé et que se protéger n'est pas un acte de vengeance mais de survie. Léa m'a écrit une dernière fois pour me dire que Damien avait disparu de sa vie en lui laissant des factures impayées et un cœur brisé, et je lui ai répondu que je ne lui en voulais pas mais que je ne souhaitais plus avoir de contact. Aujourd'hui, je n'éprouve aucune haine envers Damien, il est juste quelqu'un que j'ai connu. Je dors bien, ma vie m'appartient totalement, sans mensonge ni agenda caché, et je sais qu'au moment où tout s'est effondré, j'ai agi avec intégrité, et cela me suffit. Quelques années ont passé depuis ce fameux mercredi qui avait vu mon monde s'écrouler, et je réalise aujourd'hui que la résilience n'est pas un sprint mais une transformation silencieuse qui s'opère chaque matin quand on choisit de ne plus regarder en arrière. Mon nouvel appartement, situé dans un quartier vivant près du canal Saint-Martin à Paris, est devenu mon sanctuaire, un lieu où chaque livre sur l'étagère et chaque plante sur le balcon raconte ma propre histoire et non un compromis conjugal autrefois nécessaire. Un samedi après-midi, alors que je flânais sur les quais de Seine, j'ai croisé Marc, le frère de Damien, et après un moment d'hésitation, nous avons pris un café en terrasse pour échanger quelques nouvelles. Il m'a appris, sans que je ne demande rien, que Damien enchaînait les missions d'intérim et vivait désormais dans un petit studio exigu en grande banlieue, incapable de stabiliser sa vie après avoir brûlé tous ses ponts et gaspillé la confiance de ceux qu'il aimait. En l'écoutant, je n'ai ressenti ni joie malveillante ni tristesse, juste le constat froid d'une trajectoire logique pour quelqu'un qui a toujours fui ses responsabilités au profit de la facilité. Marc a fini par me dire à quel point il regrettait la façon dont les choses s'étaient passées, mais je l'ai arrêté d'un geste de la main, car mon passé avec son frère ne définit plus la femme que je suis devenue. Aujourd'hui, je dirige mon propre cabinet de conseil financier, j'ai appris à déléguer pour m'accorder du temps, et j'ai enfin compris que la véritable sécurité ne vient pas d'un contrat de mariage ou d'une routine rassurante, mais de la capacité à se tenir debout seul quand tout le reste s'écroule. Je repense parfois à cette Nathalie de 37 ans qui attendait désespérément un message à 2 heures du matin, et j'ai envie de lui dire que ce message n'était pas une fin, mais une libération brutale et nécessaire pour lui permettre de s'épanouir enfin. Le soir, quand je rentre chez moi et que j'aperçois mon reflet dans les grandes baies vitrées de mon salon surplombant la ville, je ne vois plus une victime de trahison, mais une femme dont la force est désormais aussi solide que les fondations de cette capitale. Je m'assois, je ferme les yeux, et j'apprécie ce silence qui n'est plus synonyme d'absence ou de solitude, mais de plénitude totale, car ma vie est enfin devenue ce que j'ai toujours voulu qu'elle soit, une vérité simple, sans ombre, sans mensonge et surtout, sans aucune peur de l'avenir.